Non, alors justement, enfin après échange, on s'était dit aussi que on va essayer de faire un tout petit peu plus court pour. C'est un retour d'expérience aujourd'hui, donc essayez après d'avoir votre retour hein, sur ce qu'on a raconté. Enfin, ça nous intéresse évidemment, et pourquoi pas même partager certaines de vos expériences à vous de retour d'implémentation d'open source dans des contextes comme celui-ci ou comme d'autres. Le sujet d'aujourd'hui, donc c'est l'implémentation d'OpenCell, qui est une solution de billing. Voilà, c'est filmé maintenant. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est l'implémentation d'une solution de billing chez Orange, Orange Business, Orange Cloud for Business. En l'occurrence, donc je suis David Meyer, je suis le président d'OpenCell et j'interviens aujourd'hui avec Jean-Luc, qui est au téléphone. Bonjour à tous. Voilà. Et je vais te laisser te présenter. Donc, je suis Jean-Luc Ringeval. Donc, je travaille chez Orange sur plutôt les produits aux entreprises, donc Orange Business Service. Et plus spécifiquement dans le cloud depuis quelques temps, en tant que directeur de projet sur le cloud. C'est plutôt de l'informatique et on va en parler tout à l'heure. Alors, quant à moi, j'ai plutôt un passé aussi télécom, hein, puisque j'ai travaillé pour British Telecom, Bouygues Telecom, Neuf Telecom, où je peux dire d'ailleurs que l'open source n'était pas forcément bienvenu, en tous les cas jusqu'en 2005. Très peu d'applicatifs disponibles à la disposition de la DSI en open source. Et puis, entre 2005 et la création d'OpenCell en 2015, j'ai travaillé pour des outsourceurs, et là j'ai commencé à mettre en place des briques open source dans les services que je vendais aux clients, mais la plupart du temps, mes clients ne savaient pas que les briques derrière étaient open source puisque je vendais un service. Et ceux qui s'intéressaient, ceux qui s'y intéressaient, on a commencé à sentir à ce moment-là, moi c'est pour moi un peu une dichotomie, en 2005, un intérêt pour l'open source. Donc l'agenda, oui, l'agenda j'en ai parlé rapidement. Le sujet, c'est avantages, inconvénients de l'open source. Donc, on va quand même commencer à parler du projet que nous avons réalisé, des avantages, des inconvénients. Et puis, on finira sur un petit... c'est un slide qu'on voulait faire pour comparer le monde ouvert avec le monde fermé. Finalement, quelles sont les différences pour l'évaluation d'un logiciel dans le monde ouvert ou dans le monde fermé? Et je te laisse la parole. Donc là, on parle d'un domaine fonctionnel qui est le billing, la facturation. Et en particulier sur un domaine qui est celui du cloud, donc des usages informatiques. Le but, en fait, c'est de faire une facture qui traduise tout ce que nos clients vont consommer sur des infrastructures ou même en termes de prestations. Orange Business Service, au travers de sa business unit Orange Cloud for Business. Et c'est, comme à chaque fois sur ces segments, de proposer l'approche la plus globale à ses clients. De ce fait, d'un point de vue facture, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, ça va du cloud privé à du cloud public. Ça va d'infrastructures très mutualisées à d'infrastructures qui sont chez le client et qu'on opère. Ça va de services qui sont de la pure mise à disposition d'infrastructures, c'est-à-dire du storage, de la capacité mémoire, de la puissance processeur à la demande, jusqu'à des services de coaching associés, des prestations. Et c'est toute cette composition d'offres à la fois sur mesure, standard, sur un large périmètre de prestations qu'il faut réussir à pouvoir facturer. Donc voilà le contexte dans lequel on a lancé le projet. Je reviendrai peut-être un peu plus en détail sur le projet en lui-même. Mais donc la solution open source qu'on cherchait, qui n'était pas d'ailleurs open source au départ spécialement, hein, qui était une solution de billing, elle devait faire un peu le grand écart entre ces différentes problématiques dans le domaine du cloud. Et est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur l'activité, le nombre de users, le nombre de... Alors, les chiffres sont un petit peu confidentiels, mais aujourd'hui, c'est une activité qui, chez Orange, représente quelques centaines de millions d'euros en fait, par an en termes de chiffre d'affaires, avec des plateformes qui sont réparties en France et à l'international,
sur les data centers de Normandie, sur lesquels il y a eu un peu de publicité il y a quelques années, également à Paris, bien sûr, à Hong Kong, San Francisco et Sydney depuis quelques temps. Donc aujourd'hui, on gère plusieurs millions de VM pour le compte de nos clients. On a quelques gros projets d'outsourcing sur des clients et des offres standards qui sont diffusées plus sur un marché entreprise, comme des offres de stockage à la demande. Voilà grosso modo ce que ça représente. Bon, je vais présenter rapidement OpenCell. Je n'ai pas les mêmes chiffres à annoncer. Donc nous, on est plutôt une start-up, mais on est un éditeur français. On a démarré en 2015, mais on a derrière nous 10 ans de R&D. Comme je disais, on a commencé à travailler avec les outsourceurs sur des projets où on mettait de l'open source. Et je travaillais avec une petite SS2I à l'époque qui a mis en place toute cette infrastructure open source, qui a rejoint donc OpenCell en 2015, et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un produit mature, robuste, qui a séduit Orange, donc c'est un signe assez distinctif tout de même. Notre métier d'éditeur, il est simple, on développe et on fait évoluer en permanence le produit. On investit 60% de nos fonds dans la R&D. L'idée, c'est véritablement d'avoir une roadmap ambitieuse qui colle évidemment aux besoins de nos clients. On suit les besoins de nos clients, ça va sans dire, mais qui essaye aussi d'anticiper un petit peu le marché. On a un modèle qui est assez simple, donc on est full open source. Nos produits et notre code, tout est libre. Et à côté de la Community Edition, on a une Enterprise Edition qui fonctionne tout simplement avec un support qui est fourni à nos clients et des professional services. Les professional services étant essentiellement de la formation, de l'accompagnement à la mise en œuvre des offres, voire de l'aide sur l'architecture s'il y a besoin. Et je te vois rire, et la correction de bugs, parce que ça arrive. On est à GPL, voilà, on est à GPL V3, et ce qui est important, c'est que tout ce qui est dans l'Entreprise Edition est intégralement reversé dans la Community Edition. Donc là, il y a un lien 1-1, on va dire. Aujourd'hui, on a été financé par plusieurs acteurs. Donc il y a Xavier Niel de Kima qui a mis un peu d'argent. Éric Durand-Gasselin, le président d'Aphone, qui est une petite société télécom, qui est assez grosse quand même. Et puis, nous avons d'autres business angels et un fonds qui est rentré. Et puis, on a aussi bénéficié d'aides publiques. Donc, on a levé 1,2 million. Oui, donc, côté Orange, même si je ne représente pas le groupe à ce niveau-là, mais il y a une direction de l'open source qui s'est créée, donc, qui est d'ailleurs présente sur le salon. Et effectivement, on s'intéresse du coup de près à ces solutions-là. Avant ce congrès, donc je vous avoue que je l'ignorais, j'étais dans ma petite filiale en train de travailler et j'étais contacté par les gens de l'open source chez nous, donc, qui donc ont un regard assez précis sur tout ce qui se passe de ce point de vue-là. Donc dans cette grande maison, ça bouge aussi beaucoup là-dessus. Alors, c'est vrai que nous, on a lancé un projet de billing parce que l'analyse du marché qu'on en a fait, c'est que aujourd'hui, vous achetez beaucoup plus de services que de produits. Et je pense que si je demande dans la salle qui a acheté un CD de musique à la FNAC dans les 6 derniers mois, et on pourrait le faire, qui a acheté un CD de musique? Il y en a quand même. Merci, vous ne m'aidez pas du tout. Bon, il y en a 3. Et maintenant, qui a acheté de la musique sur les plateformes de téléchargement légales, j'entends, parce qu'on est filmé, ou qui a un abonnement Spotify ou Deezer? Vous êtes très bien, vous avez 2 sur 2. Voilà. Donc la musique, c'est un exemple. La musique, on est passé d'un mode de consommation de produits, 15 € à la FNAC, à 10 € par mois pour la musique illimitée sur les plateformes. Et donc, quand c'est de l'abonnement tout simple, notre produit il est un peu sophistiqué, mais dès qu'on commence à faire des packages, à faire du coût à l'acte, à faire des tranches, si vous dépensez plus de 30 titres, alors vous avez un discount. Eh bien là, ça se complique. Et typiquement, notre produit répond aux besoins. Alors, je te vois sourire, il répond aussi aux besoins du cloud. Vous souriez sur les discounts, parce que je ne sais pas si c'est un produit qui est fait pour Orange, mais vous avez du mal à gérer les discounts quand même. Mais merci. Bon. Mais s'ils y arrivent quand même un peu, mais c'est plus compliqué.
Ah, on a dit que c'était un discours en transparence, hein, donc on dira la vérité, toute la vérité. Bon, des autres moyens de consommation qui ont évolué, la voiture, hein, ça coûte cher une voiture, d'entretien, parking, etc. Il y a de plus en plus de loueurs qui vous proposent des cartes, typiquement, qui vont vous permettre de louer des grosses voitures le week-end pour votre famille, et puis la semaine, des petites voitures, un utilitaire pour transporter un meuble, etc. Et là, pareil, on vient du monde du produit vers le monde du service. Et nous, on apporte cette brique billing. Plus généralement, hein, on parle de transformation digitale, d'ubérisation, ces mots-là, vous les avez entendus, je ne reviens pas dessus. Mais moi, je note quand même, hein, au Mobile World Congress l'année dernière, je faisais les stands, je regardais les stands autour de l'Internet des objets, et je voyais trois stands où ils proposaient systématiquement le collier pour chien connecté et le bracelet Alzheimer. Je pense que c'est à peu près la même technologie, ça ne sert pas tout à fait à la même chose, mais c'est la même technologie. Et voilà, donc on a 3 services digitaux super innovants, hein, mais comment sur le marché ils vont se différencier? Eh bien nous, notre idée, on va dire ce qu'on imagine, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, être capable de facturer au plus juste les services va permettre demain aux opérateurs des nouveaux services digitaux de se différencier les uns des autres. Alors bon, c'est peut-être un petit peu long sur le marché, mais ça explique pourquoi on a lancé ce projet. Que fait un billing? Bon, Jean-Luc en a un petit peu parlé, mais donc on va prendre tout un tas d'événements, hein, on va prendre des tickets, on va les agréger, donc ça c'est notre médiation, on va en faire des petits paquets. Ensuite, on va comparer ces petits paquets par rapport à un catalogue, donc c'est le rating, la valorisation. Et puis, on va mettre ça dans une facture, on va pouvoir avoir le détail, la somme et le détail, qu'on va injecter la plupart du temps dans un ERP, voire vers une gateway de paiement pour générer un paiement. Et puis, on a une autre brique après pour générer le dunning, enfin pour gérer le dunning, c'est-à-dire la relance client. Et en fait, ce produit qu'on a développé permet de customiser facilement les offres. Alors ça paraît rien comme ça, et d'ailleurs nous avions, avant de travailler avec Jean-Luc, travaillé pour un autre opérateur qui est Bouygues Télécom pour mettre en place une plateforme de gestion du machine to machine, et on s'était dit, on a vu les offres les plus compliquées. Mais en travaillant avec Jean-Luc, et d'ailleurs je vais te passer la parole, je voudrais que tu nous parles de cette offre-là qui nous a donné un petit peu de fil à retordre, enfin la plus baroque. Bon, oui, alors en deux mots, les usages, la consommation de ressources informatiques, c'est extrêmement varié. Enfin, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui est bien placé pour le savoir. Donc, il y a toute une segmentation qui est faite dans un environnement informatique pour recréer son data center virtuel. Donc, une facture va pouvoir afficher une certaine granularité pour retraduire l'organisation de ce data center virtuel entre un tenant ou une organisation, un projet, dans lequel on retrouve des salles, donc des virtual data centers, dans lequel on retrouve des VM qui sont les serveurs. Tout ça doit apparaître. Je veux dire, c'est un hébergeur, ça le fait aussi. Hein. Mais en plus de ça, vous allez avoir des comptages par ressource. Et selon les grilles tarifaires, ça peut apparaître au sein d'un virtual data center pour une organisation globale. Là, il y a des marketeurs qui s'en donnent à cœur joie pour introduire des prix au volume selon l'endroit où vous vous trouvez dans votre data center, avec des remises qui sont globales, appliquées par type d'usage, etc., etc. C'est infini, plus combiné avec des minimums de facturation si on veut fournir un support silver, gold, bronze. Donc effectivement, on arrive sur des choses assez complexes. Bon, peut-être que, comme tous les services, on finira avec un forfait à la fin dans quelques années, parce que les gens auront marre de contrôler leurs factures. Mais en attendant, pour essayer de coller à l'usage et pour être sûr que la personne ne va pas payer trop et juste ce qu'elle a besoin, etc., etc., c'est dans l'air du temps, ça. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai cauchemar à gérer, quoi, parce qu'en plus, ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter en permanence. Donc, oui, c'est pas simple. Hein. Et enfin, ce qui nous a aussi décidé, c'est un peu cette analyse du marché, de regarder qu'aujourd'hui, il y a des... Alors là, je suis agnostique, c'est plus monde libre, monde libre ou monde privé, monde fermé, pardon. Mais aujourd'hui, il y a des grosses solutions du marché, très chères, avec une maintenance qui est juste une tannée et qui coûte aussi très cher, qui sont très complexes et très coûteuses d'intégration. Et puis de l'autre côté, et une fois de plus, hein, ça n'est pas monde fermé, monde privé, c'est monde fermé, pardon, monde libre. Mais il y a d'autres petites solutions qui arrivent sur le marché en mode SaaS, hyper agile,
Mais dès qu'on creuse un peu, on arrive vite aux limites. Et comme vient de l'expliquer Jean-Luc, la facturation, au sens très large, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc finalement, on s'est dit qu'il y avait un espace entre les deux lignes et on a lancé OpenCell. Alors revenons au projet. Donc le projet est par rapport à la problématique open source. Bon, je vais paraphraser rapidement ce transparent, puis après on prendra peut-être 2 axes de réflexion. Effectivement, on devait construire un SI from scratch, c'est-à-dire que Orange Business Services, bien sûr, dispose d'un SI dans lequel il facture tous les services, simplement pour le cloud. On nous a donné l'opportunité de repartir à zéro, ce qui n'est pas tous les jours sur un SI de facturation, pour accompagner les nouveaux services. Donc on part de rien, donc on est en retard sur tout le monde. Et il faut des résultats rapidement. Donc effectivement, on a intérêt à ce que fonctionnellement, la solution, on la comprenne assez vite. Et on a intérêt à se sentir très en confiance avec le partenaire. Lors de l'atelier précédent, il y a quelqu'un qui parlait de transparence. Je pense que ça aide. Hein, ça aide de ce point de vue-là pour aller vite. Parce qu'effectivement, juste sur cet aspect timing, sur lequel je vais un peu focaliser, alors dans une grande maison, je sais pas j'ai fait l'essentiel de ma carrière à Orange Business Services, qui a énormément d'avantages, mais par contre, souvent, on perd du temps au départ, en fait. Après, le truc se met en marche, et là, c'est un peu le rouleau compresseur. Mais pour arriver au stade du rouleau compresseur, là, c'est dur, là, en fait. En fait, là où on gagne du temps à un autre niveau, c'était en démarrant rapidement. Donc, il faut montrer des résultats rapides, parce qu'on part en retard. Et là, l'open source, dans notre organisation, le modèle financier sur lequel on va revenir, ça a pu apaiser les débats. Il n'y a pas de licence, on y reviendra, c'est du support, donc on a money for value, enfin, il y a quelque chose où on passe sous les radars. C'est toujours notre sourcing qui achète, mais les procédures sont allégées et on démarre beaucoup plus vite. Et on n'est pas dans un schéma où on a beaucoup perdu de temps au départ, en tout cas toujours pour ceux qui réalisent. Et puis, tiens, brutalement, il ne reste plus que quelques mois, alors qu'au départ, on avait 1 an, quoi. Mais non, tout a été bouffé avant, quoi. Donc, pour ceux qui ont fait un peu de projet, vous vous retrouverez sûrement là-dedans. C'est le cas dans les grandes organisations. Je pense qu'après, sur les petites, évidemment, on ne peut pas faire ça. Hein, mais après, ça tourne. C'est pour ça qu'il faut des projets qui injectent. Hein, il faut du volume. Bon. Maîtriser les données, oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'est lié à l'open source, ça, mais c'est plus par rapport à un modèle SaaS. Mais c'est vrai qu'avoir la solution d'open source chez soi, pour nous, c'était une garantie, hein, puisque c'est les données de facturation de nos clients. Donc, bon, ça permet aussi de démarrer plus vite. Parce que malgré tout, sur une solution de billing, l'interfaçage entre, vous avez vu ces plateformes de cloud et des systèmes de facturation, si on veut être véloce et agile, alors ça passe par du réseau, mais on est les rois du réseau chez Orange, mais il faut quand même mettre les solutions, il faut mettre la sécurité. Aujourd'hui, c'est plus rien. Donc c'est quelque chose, ça. Donc on préfère l'avoir chez soi. Après, il y a sûrement, dans le côté facture détaillée, je ne vais pas revenir dessus, hein, mais s'adapter à du standard et du sur-mesure, on en parlait. Il y a sûrement fonctionnellement quelque chose, peut-être d'idéologique dans l'open source, tout comme moi j'ai perçu lorsqu'on a balayé les solutions du marché. On a des gens qui fonctionnellement, si la motivation pour faire de l'open source, et je suis quand même super fier de ce que j'ai fait, quoi. Enfin, j'en ai dans le coffre et ce savoir-faire, je l'ai mis à disposition et je voudrais que ce soit libre. Il y a quelque chose de profond là-dedans, quelque part. Fonctionnellement, on a des gars engagés. Quand on a parlé billing avec le directeur technique d'OpenCell, le mec, il avait mis son cœur là-dedans, quoi. C'était pas bonjour, on est les meilleurs, on a 300 ingénieurs. On l'a eu aussi, ça. Et c'était pas forcément mauvais, mais on s'est dit, tiens, le gars, il sent le truc, quoi. Son produit, comme il a des avantages et des inconvénients par rapport aux autres, mais en attendant, le type, il a mis ses tripes dessus, quoi. Bon, et ça, quand on est sur un truc kamikaze, on se dit, il faut lancer un truc rapidement, pas que le type nous lâche en nous disant, bonjour monsieur, je sais pas, ma licence, elle fait ça, puis je fais ton papa outé, parce que maintenant que t'es chez moi, bonjour les dégâts, bon là, on a peur, quoi, forcément. Non, bien sûr. Non, je dis ça. Donc c'est vrai, pour ce côté, parce qu'avant tout, il y a une solution qui est bonne ou pas bonne, mais il y a ce côté, effectivement, où on se sent, on se dit, tiens,
Si je vais expliquer, et c'est ce qui se passe un petit peu quand même là, même un peu beaucoup, quand on a un besoin et qu'on veut l'intégrer à la roadmap générale, il y a un tilt. Soit on dit, écoute, ce que tu demandes, c'est un peu bizarre. Et là, on dit, ah ouais, t'as raison, peut-être que c'est pas ça qu'il faut voir. Par contre, dès que ça fait sens au niveau billing, et on sent que ça réagit. Bon, et ça, c'est peut-être un peu caractéristique de ce marché. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que Tamim reviendra sur les transparents suivants. En tous les cas, j'ai noté qu'on faisait du billing open source avec du cœur et ça fait plaisir. Ouais. Alors, comme tu as le micro, moi, je vais continuer à te poser quelques questions parce que là, on va rentrer un peu dans le dur, hein, vraiment les avantages de l'open source dans le cadre de ce projet. Tu as parlé des conditions financières. Alors, je préfère que ce soit toi qu'on parle que moi, d'ailleurs, finalement. Oui, c'est ultra cher. Putain, le support, ça coûte une blinde chez OpenCell. Non, non, ce que j'avais dit, c'est le modèle financier et pas basé sur la vente de licence, mais sur du support. Là, en l'occurrence, sur une solution de billing était proportionnelle au chiffre d'affaires. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais ce qu'on retrouve un peu sur le billing, sur les solutions qu'on a testées de toute manière, hein, c'est un peu un standard du marché. Mais néanmoins, il est basé sur du support. Donc, effectivement, le modèle financier, globalement, est compétitif, d'une part. D'autre part, il croît avec notre activité, donc ça, c'est encore mieux. Et enfin, n'étant pas basé sur un phénomène de licence, mais sur un phénomène de support, il nous permet, alors c'est peut-être un peu propre à Orange ou à ce type de boîte, mais d'avoir une procédure de sourcing différente, parce qu'on passe en OPEX, on est sur une solution un peu différente. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'était indiscutablement un point fort. Hein. Concernant alors le support, hein, le support dont tu gardes la maîtrise avec toujours cette liberté de continuer ou d'arrêter. Ouais. Alors, on n'arrêtera pas tout de suite le support. Parce qu'on en a besoin, hein, mais on reviendra peut-être un peu dessus. Après, là, effectivement, est-ce qu'un bon club utilisateur qui perdure au-delà d'une solution éditeur, ça suffit? Je n'ai pas forcément le recul pour en décider, mais disons que si la communauté, enfin, si on sait que c'est publié, si on sait que donc l'accès aux sources est facile, ce qui est le cas, hein, évidemment, ça peut sécuriser une situation où à un moment donné, on peut imaginer, quel que soit ce qui arrive, que OpenCell se fasse racheter par quelqu'un qui décide tout d'un coup qu'il va faire payer ce qui était d'une autre manière et plus cher ce qu'on avait par ailleurs. Si on est à un certain niveau de maturité et qu'on a suivi la roadmap générale, qu'on s'est peut-être pas amusé à faire des verrues, mais bon, à la limite, si notre besoin fonctionnel est un peu stabilisé, bon, ça a été un argumentaire dans nos discussions avec les achats pour apporter une certaine pérennité, une certaine garantie à une solution open source. On n'est donc pas du tout dans la fiction. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu ce marché du billing, hein, je ne sais pas si c'est la majeure partie de la salle, mais des solutions, une émanation d'ailleurs de France Télécom qui s'appelait à l'époque iDeal, qui était une très bonne solution de billing, s'est fait racheter par le géant SAP. Et alors c'était deux solutions fermées, hein, on n'est plus dans le monde de ouvert. S'est fait racheter par le géant SAP. Et là, malheureusement pour les clients qui n'ont même pas pu racheter le code à SAP en le demandant à corps et à cri, se sont retrouvés avec une maintenance qui a été multipliée par 4 ou 5, et donc forcément beaucoup de désarroi. Ce que vient d'expliquer Jean-Luc, et c'est ce qu'on a nous expliqué aux achats qui nous demandaient d'ailleurs de déposer notre code, je crois, à comment s'appelle l'association où on dépose le code. Ouais. J'ai oublié. Je ne sais plus, mais oui, Voilà. tout à fait. Et on leur dit, mais non, vous pouvez les prendre, hein, ils sont sur notre site, on est open source. Ah bon, alors tout va bien. Et donc, effectivement, ça donne quand même un degré de liberté au client qui peut à tout moment dire, ok, je suis plus en ligne avec vos tarifs, votre politique, je reprends mes billes et je continue tout seul. Tu parlais tout à l'heure rapidement d'hébergement des données. Oui, excuse-moi. D'ailleurs, quelqu'un disait à l'atelier précédent, la transparence, c'est important. Et c'est vrai qu'on peut regarder le code lorsqu'on choisit la solution. J'ai quelques mecs de mon équipe qui ont du coup été regarder le code de l'appli en disant on va voir comment c'est foutu ce truc-là quand même. Voilà. Donc, dans l'équipe que j'ai des prestataires qui sont d'une entreprise informatique, qui font très bien leur travail par ailleurs, et donc on regarde le capot, ils disent bon,
on va regarder un petit peu comment c'est fait, les commentaires, l'analyse de code, un peu les audits qu'on peut faire sur ce domaine-là. C'est super pratique, en fait. C'est pas mal du tout, en fait, quand on choisit un produit. Là, c'est vrai, personne disait on peut pas tricher. Ah oui, non, là, on peut pas tricher, quoi. C'est plus du transparent, là. On est directement. Il y avait le directeur technique qui était à côté. Bon, alors qu'est-ce que tu penses de la ligne de code? Là, t'as pas mis ça, t'as pas bizarre. C'est pas mal. Hein. Enfin, je veux dire, bon, c'est vrai que pour le choix, c'est correct. Hein. Oui, sur l'hébergement, bah, on en parlait tout à l'heure, pardon. Oui, bon, là, en tout cas sur les solutions du marché, on était en billing, hein, donc as a service. On était sur de l'hébergement chez les Américains, donc qu'on aime beaucoup ces derniers temps, mais sur le plan du business, ça reste quand même des gens très durs. Donc les données, on préférait vraiment les avoir chez nous, quoi, hein. Donc c'est pas forcément lié à l'open source, là, hein, mais c'est vrai que c'est un bon. Là, on rejoindra les critères un peu de ta conclusion, je crois. Hein. Comme le dernier point, bon, là, sur l'écosystème technologique, en tout cas, nous, ce qui était important, et David en a parlé, c'était jusqu'à quel niveau on peut essayer de durer sur l'open source. Enfin, est-ce que notre partenaire est engagé sur la voie de l'open source de manière pérenne ou pas? Alors, c'est un truc qu'on ne contrôle pas, mais c'est vrai qu'au travers des contacts qu'on a eus, bon, après, il se passera ce qui se passera, mais avec la direction technique d'OpenCell, on a bien vu qu'on avait quelqu'un, c'était dans les gènes en fait, ce truc-là. C'était une profession de foi, quoi. Il faudra lui passer dessus pour. Donc bon, on s'est dit, allez. Après, s'il y a du succès, il peut y avoir des rachats, etc. Mais disons, le fait de dire on est open source sur un certain terme, donc le modèle qu'on a là, il est fiable pendant quelques temps, au moins 2 ans, 3 ans, c'est déjà pas mal. Bon, c'est important. Hein, Je confirme qu'il faudra lui passer dessus si tu veux passer à un autre modèle. Ah oui. Ah ouais. Bon, on est Ouais, effectivement un peu dépendant. Donc, alors, oui, alors faut aussi modérer un petit peu le propos. Cette liberté qu'a le client de rompre le support finalement quand il veut. Bon, moi, je le tempérerais un petit peu parce que c'est vrai que finalement, aujourd'hui, le modèle traditionnel du build et du run est devenu un petit peu dépassé. On est toujours en projet permanent. J'entendais les intervenants parler de méthode agile. On est toujours un projet chasse l'autre, donc on est toujours en renouvellement. Être capable d'arrêter le support et de se dire je vais faire les montées de version tout seul, je vais comprendre les nouvelles fonctionnalités tout seul, je vais être capable d'aller jusqu'au bout, même très loin dans le produit tout seul, je pense que c'est faisable, mais il faut à minima, je dirais, 3 ans avant d'avoir une équipe technique qui soit autonome. Donc oui, il y a une liberté. Bon, voilà, il faut peut-être mettre un petit bémol. c'est lié aussi à une certaine jeunesse de produit. Et là, c'est un compromis qu'on fait entre un produit. On a les deux en plus chez nous. On a été chercher une solution open source sur un autre produit qui n'a rien à voir avec celui-là, qui était mûr, mais du coup, vous savez, mûr, bien mûr, quoi. Enfin, bon, voilà. Là, on prend un produit jeune, donc forcément, il évolue. Donc forcément, il y a le coût de départ, hein, je veux dire, les fonctionnalités sur lesquelles on a des demandes de support importantes, mais la roadmap, on peut agir dessus. C'était les arguments qu'on avait dessus. Il n'est pas complètement figé, ce truc-là, bien au contraire. Et ça c'est vrai que ça renforce la dépendance, mais en même temps, ça sert le projet. Et à la fin, c'est quand même ce qu'on veut. Bon, la doc, tu veux vraiment qu'on en parle? Parce que bon. On avait dit qu'on était en transparence. Bon, soyons clairs aussi. Si on doit faire un petit peu pas le mea culpa, mais on va dire toute la partie qui est développée, peut-être avec du cœur, mais rapidement, on a rencontré évidemment, par rapport aux exigences de notre client, des problèmes sur la documentation qui n'étaient pas à la hauteur. D'ailleurs, c'est assez redoutable hein, parce que finalement, notre modèle économique dans la partie privée, entreprise édition, quand les équipes de Jean-Luc n'arrivent pas à trouver dans la documentation comment se servir de notre soft, ils nous demandent de le faire. Ils ne nous demandent pas de PS, ils nous disent c'est dans le support, mettez à jour votre documentation. Donc ça nous oblige à une plus grande rigueur. De même, on a mis IHM. Alors IHM, c'est un grand mot, mais c'est l'ergonomie, c'est l'exploitabilité. On a vraiment fait un produit technique
Et aujourd'hui, on sent bien que au lait du cœur, il va falloir mettre un peu d'intelligence business derrière pour arriver à coller à un standard, standard qui est attendu par le marché, tout simplement. Bon, après, on est sur des problématiques classiques de réactivité du support et de compétences. Alors, est-ce que c'est propre à l'open source? Sûrement non, mais peut-être que, enfin vous le savez peut-être sûrement mieux que moi, mais il y a une probabilité peut-être pour trouver dans ce domaine des gens qui maîtrisent davantage le produit par rapport à d'autres situations où eh bien, on a un premier niveau de support qui n'est pas forcément ce qu'on aimerait. Bon, bah là, à défaut d'avoir pour l'instant documentation exhaustive et précise, on a au moins on a un support et c'est pas le seul prestataire. Encore une fois, on en a un deuxième où on a des gens qui connaissent bien le produit, donc qui vont pouvoir pallier ils ont certaines déficiences de documentation. C'est joliment dit. Voilà. Le dernier point, ça n'a pas été le cas, hein, donc moi j'en parlerai pas très bien, mais peut-être que tu... Alors, nous, ce qu'on rencontre quand même, hein, c'est encore aujourd'hui dans certaines grosses entreprises, quand on se présente avec le label open source, on fait peur. Hein. Comme on dit souvent, on n'a jamais viré quelqu'un qui a choisi IBM. Quand on a la chance d'avoir quelqu'un chez Orange qui se dit OK, je vais donner sa chance à une jeune société, une petite société et une société qui fait de l'open source, moi je trouve ça quand même très positif. Mais c'est vrai que la sécurité, pour certains DSI, hein, soyons clairs, c'est véritablement de prendre les gros acteurs du marché avec voilà, ceinture et bretelles, des contrats de support, de la publicité à la télé, ce que nous, on n'a pas et on n'aura pas les moyens. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se tromper, mais il y a aussi, alors je ne vais pas le citer parce que je pense que c'est pas justice que de faire ça, mais il y a des sociétés qui ont ordre du service juridique de ne pas travailler avec des boîtes d'open source. Hein, voilà. Ah, et puis il y a, alors après, ça soulèverait d'autres problèmes, mais on va pas avoir le temps de tous les évoquer. C'est que souvent les services juridiques sont très mal à l'aise avec l'open source qu'ils ne connaissent pas de toute façon. Donc voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt les services juridiques qui sont mal à l'aise avec les solutions open source qui sont peut-être pas connues par le peuple déjà, ou c'est les patrons ici qui parfois vont poser certaines questions par rapport à la maintenance, scalability, etc. Moi, je peux parler de l'expérience que je vis hein, en rencontrant les deux, c'est-à-dire il y a de tout. Euh, Heureusement, parce que je ne voudrais pas non plus rester sur cette note un peu négative, heureusement, il y a quand même beaucoup de DSI. Mais il y a quand même encore beaucoup de DSI qui sont favorables à l'open source. Bon, évidemment, on est sur un salon open source, où il y a beaucoup de gens qui étaient venus, qui étaient favorables. Mais on a eu le DSI du cabinet du Premier ministre qui est venu sur notre stand. Et là, c'était encore plus positif, puisque l'administration française a reçu des consignes pour mettre en place prioritairement des systèmes open source. Donc, tout n'est pas négatif. Alors maintenant, que ce soit le DSI, ça a changé. D'accord. Écoute, je n'avais pas, non, non, mais j'avais pas l'info. Mais enfin bon, le DSI qui est venu nous voir n'était pas au courant. Donc ouais. Ouais. Ah, de toute façon, on sera jamais complètement à l'abri. C'est un combat permanent qui n'est jamais terminé. Moi j'avais deux questions, mais c'était plutôt pour Orange. Alors effectivement, on a dit on n'est jamais attaqué parce qu'on a choisi IBM,
Là, la prise de risque, c'est... Merci. Votre prise de risque, elle est double en fait. D'une part, vous prenez un open source et d'autre part, vous prenez une start-up. Est-ce que vous êtes entré au capital de cette start-up pour la consolider ? Est-ce que ça vous fait pas peur ? Enfin, moi je sais que, enfin, je suis au service des achats d'EDF. Une boîte de cette taille-là, on n'a quasiment pas le droit de lui confier un projet d'une ampleur supérieure à un certain plafond, quoi. Il n'y a pas moyen de bosser avec des petites sociétés, sauf justement à les consolider, par exemple en entrant au capital. L'autre question, c'est finalement, c'est déjà, il facture déjà, enfin, il fournit déjà le moteur de facturation d'un de vos concurrents. Ça vous a pas paru être un risque aussi de ne pas avoir de facteur de différenciation par rapport à Bouygues ? Alors, sur la première question, donc ils ne sont pas fous chez nous. Hein. En fait, on refait un SI de commande facturation sur des nouvelles offres. Donc, en matière de chiffre d'affaires, le risque, on le fait porter sur de nouvelles offres, avec un chiffre d'affaires adapté, de conquête, sur lequel je vais rester un peu pudique. Mais voilà, on n'est pas sur le réseau avec 70 000 factures par mois. C'est pas... Donc oui, ils sont pas... Donc on a calculé le risque. On dit, écoute, Jean-Luc, si tu te plantes... Bon, voilà. Hein, Voilà, oui. Ça n'ira pas beaucoup plus loin. Donc ça, c'est pour la première... voilà. Donc, parce qu'effectivement, ça aurait été... bonjour, on va migrer le système de facturation de la data sur un nouveau produit. Bon, là, je pense que ça n'aurait pas été tout à fait le même processus. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Après, sur la deuxième question... bon, eux, ils n'ont pas utilisé pour de la facturation sur des services de cloud en réalité. Et quand bien même, Oui, mais mais quand bien même, en plus, souvent, on croit souvent que c'est l'organisation ou les grandes idées, mais c'est souvent la mise en œuvre qui... Enfin, on peut discuter, hein, c'est philosophique là, mais je trouve que la mise en œuvre fait énormément de différence. C'est-à-dire que on peut avoir un super produit, et puis si on le met en œuvre comme un idiot, on n'en tire rien. Enfin, je schématise à l'extrême, bien sûr. Par contre, si on a une mise en œuvre, voilà. Donc nous, on essaye d'avoir une mise en œuvre. C'est qu'on s'y prend comme des idiots, mais on essaie d'avoir une mise en œuvre, disons, pour en tirer. Et en 4 mois, on a sorti quand même une première facture détaillée. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que vous n'avez pas le contexte ni rien. Si ça tombe, c'était super simple, mais c'était pas mal. Enfin, je veux dire, c'était pas mal. Quand on intègre la prise de décision, ça fait 5 mois, quoi. Putain, en 5 mois, 5 mois après, on part de zéro. 5 mois après, on a la facture détaillée qui avait ses petits défauts, mais voilà, qui sort, quoi. Bon... on a fait le job. On aurait pu le faire mieux après. Bon. Juste, je voudrais... On va prendre la dame juste après. Juste, je voudrais vous dire, d'une certaine façon, si d'autres opérateurs de cloud me demandaient d'implémenter le système, mais c'est tout bénéfice pour Orange, parce que ça lui permet aussi de bénéficier des autres fonctionnalités que je vais... Donc, soit on joue le jeu, soit on ne le joue pas. Mais dans la mesure où nous, on met tout en libre, travailler avec un acteur du libre, c'est aussi de se dire, voilà, je vais toujours en permanence à la recherche de nouveautés. Soyons clairs, hein, quand on build des données, on fait des offres complexes. Le prix, qui est vraiment dépendant de chacun des opérateurs, a complètement son rôle. Et ça reste évidemment déterminant dans le choix. Arrive la dame ? Si tu peux lui donner le micro. C'était en fait une question un peu liée à celle de monsieur sur l'aspect différenciation. Mais avant, je voulais vérifier que j'avais bien compris. Dans le cadre de votre contrat de support, tout ce qui est développé de manière spécifique pour les besoins d'Orange est publié en open source pour la communauté ? Alors, c'est une bonne question. Alors, lorsque un de nos client passe sur la fameuse Enterprise Edition, il a le droit de privatiser du code s'il le veut. Mais dans ces cas-là, on sort complètement du modèle du core qui, lui, est full open source, et ça peut nécessiter de la maintenance. Ce qu'on a constaté depuis maintenant plus d'1 an, c'est que nos clients se battent pour que tout leur code soit bien dans le core. Par exemple, un des gros acteurs de l'énergie nous avait demandé de faire un POC à la va-vite, à l'arrache, un petit peu pour gagner une soutenance, hein, qui avait lieu. Et bon, malheureusement, ils l'ont perdu. J'aimerais bien vous raconter une super histoire, mais c'est pas le cas. Mais
l'idée ensuite derrière, juste derrière, c'est tout ce qu'on avait développé dans un coin, évidemment pas dans le corps, il voulait qu'on le réintègre automatiquement dans le corps. Donc finalement, le cas dont vous parlez se présentera, je pense, jamais. Les clients veulent qu'on maintienne tout ce qui a été développé et surtout, ils veulent le récupérer en cas de sortie du support. Oui, ce n'est pas une obligation légale, d'après la licence que vous avez choisie, que dès lors que vous utilisez l'open source, que vous le modifiez, que vous êtes obligé de mettre à disposition l'ensemble des éléments. Ça, c'est la Community Edition. Et là, on parle de l'Entreprise Edition, D'accord. qui est une Ok. licence commerciale. Parce qu'on peut le faire, puisque nous sommes propriétaires effectivement du copyright. D'accord. Ok. Voilà. Donc les 4 mois du logiciel libre, ça veut dire que ne s'applique pas à vous? Si, sur la Community Edition. Excusez-moi. Sur la Community Edition, c'est-à-dire sur la partie monde libre, là, tous les 4 lois, comme vous dites, simplement, sur l'Entreprise Edition, il y a un peu plus de liberté. Il y avait peut-être une dernière question. Le retour d'expérience que vous avez après l'installation. Le retour d'expérience que vous avez après installation, je pense que vous avez pu le comparer avec d'autres acteurs du même marché qui ont, eux, choisi des solutions propriétaires. Et est-ce que vous pouvez maintenant considérer que les solutions libres sont qualitativement aussi performantes, voire même meilleures que certaines solutions propriétaires? J'ai fait ce que je devais faire avec la solution qu'on a Vous pouvez pas le choisie. Non, c'est pas ça, mais c'est que j'ai pas utilisé les autres. Donc j'ai comparé récemment avec une entreprise assez proche de nous pour voir comment ils avaient géré. À l'époque, c'était open source aussi la solution qu'ils avaient choisie, donc elle n'est plus maintenant. Mais bon, on a comparé les délais. C'est toujours un peu difficile de comparer le périmètre. C'est pas très facile à faire. Donc je sais pas si j'aurais fait mieux, moins bien. Ce que je sais, c'est que j'ai fait les objectifs que je devais faire avec la solution, ce qui est déjà pas mal. Je vous ai cité un délai. Bon, je réponds à votre question là ou pas? Non, j'ai pas l'impression. C'est pas lié à la démarche projet, parce que j'ai pas le regard suffisant, technique suffisant pour évaluer la manière dont vous avez mené le projet. J'ai pas l'expérience Ouais. de ça. Mais par contre, ce que j'essaie d'entendre, c'est si solution installée, vous avez pu la comparer, quand la solution est installée, est-ce que vous avez pu la comparer avec une solution dite propriétaire qui rend les mêmes types de services? Est-ce que vous imaginez, par exemple, que le taux de panne est inférieur en utilisant les solutions open source? Est-ce que le niveau de disponibilité est supérieur en utilisant les solutions open source? D'accord. Est-ce que le niveau de performance matériel, solution est supérieur avec les solutions open source? Non, je suis pas capable de répondre à cette question. Je suis désolé. Non. Bah, c'est quand même, à mon avis, c'est un choix. Je pense que ça peut être un choix dans le cadre d'un projet orienté service, parce que si uniquement le choix de certains DSI dans de grandes structures est lié au confort entre guillemets qu'ils souhaitent mettre en place pour éviter des problèmes avec un éditeur quelconque ou choisir une solution parce que juridiquement ça engage d'autres soucis si jamais il y avait des problèmes avec l'éditeur. Je pense que on ne met pas en avant la vraie réalité du logiciel, c'est celle de rendre des services à des gens en ayant un niveau de performance et de qualité le plus optimum possible. Je vous rejoins totalement. Disons qu'on aura gagné si en fait, ce qui intéresse fondamentalement, c'est notre business. Voilà. Donc, si on gagne au niveau de notre business, si on perd, on n'y peut-être de rien, nous, à la facturation. Mais si on gagne au niveau business et qu'à un moment, les mecs disent non, on facture bien là. Ah, on en met du chiffre d'affaires. Oh, t'as ça comme solution. Ah, vache, super, super. Voilà. Mais pour l'instant, comme on est en conquête, on n'a pas encore cette capacité à dire, vous avez vu les gars, combien vous sort là tous les mois là. Voilà. Bon, faut attendre un peu là pour le coup. Mais c'est vrai que si après, a posteriori, vous avez la moyen de faire des comparaisons. Ouais, on en aura, mais pas tout de suite là. Bien, Merci. merci beaucoup. On va passer. Alors, InnoCube.